Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel du mois de juillet 2026. Alors, en ce début d'été, eh bien, nous partirons pour commencer à la découverte de l'étoile qui est la plus proche visible dans notre hémisphère, à savoir l'étoile de Barnard. Après quoi, eh bien, nous parlerons de deux événements que nous avons choisi de vous présenter parmi tant d'autres. Et il s'agit de la conjonction entre les planètes Mars et Uranus et de l'opposition de l'astéroïde Juno. Alors, comme chaque mois, eh bien, nous vous présenterons également une pépite spécialement choisie pour enrichir vos observations, avant de terminer par notre photo du mois. Mathieu et Robin partageront donc avec vous leurs meilleurs conseils d'observation et leurs astuces pour pouvoir profiter pleinement de ces rendez-vous célestes. Nous pouvons donc débuter avec ce premier événement que nous avons choisi donc de vous parler. Il s'agit de l'étoile de Barnard. Alors, comme vous le savez très probablement, pardon, c'est le système alpha du Centaure est le plus proche de notre système solaire, sauf que non visible dans notre hémisphère. Mais parmi les étoiles les plus proches visibles dans notre hémisphère se trouve l'étoile de Barnard. Alors, qui dit proximité avec nous, dit possibilité de voir le déplacement de l'étoile sur la voûte céleste. Alors, qu'en est-il, Mathieu? Alors, comment vous présentez finalement l'étoile de Barnard? J'aurais peut-être tendance à l'appeler l'étoile des 3-6. Alors, pourquoi l'étoile des 3-6? Vous allez assez rapidement comprendre. D'abord parce qu'en fait, l'étoile se trouve à 6 années-lumière de nous. Ensuite, qu'elle est 6 fois moins massive que le Soleil. Et puis enfin, qu'elle est 6 fois plus petite que notre étoile, le Soleil. Alors, au-delà de ces caractéristiques physiques, il faut savoir que l'étoile de Barnard, elle entretient également autour d'elle un système planétaire. Alors, en l'occurrence, depuis 2 ans, donc depuis 2024-2025 maintenant, on lui a découvert 4 petites planètes en orbite autour d'elle. Alors, pourquoi je dis petite? Parce qu'en fait, eh bien, aucune de ces 4 ne dépasse le tiers de la masse de notre Terre. Donc c'est vraiment petit, hein. C'est à peine plus gros que, si vous voulez situer une échelle, pour vous donner une échelle de comparaison, en fait, ces 4 planètes ont une taille, une masse probablement similaire et équivalente à quelque chose entre Mars et la Terre. Alors, aucune ne dépasse le tiers de la masse de notre Terre et toutes sont cantonnées à une proximité avec leur étoile qui est beaucoup plus grande que la distance qui sépare Mercure du Soleil. Donc pas besoin de vous faire un dessin. Ces 4 étoiles-là ne sont pas dans la zone habitable de leur étoile, évidemment. Elles sont beaucoup trop proches de leur étoile pour cela. Au point même d'ailleurs où elles font le tour de leur étoile en seulement quelques jours. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de, de l'état en fait de ces 4 mondes autour de l'étoile de Barnard. Alors donc, comme je le disais, il fait trop chaud en fait à leur surface pour qu'il y ait un quelconque développement de vie. Et puis en plus de ça, il faut savoir que l'étoile de Barnard est connue pour être une étoile de type naine rouge. Et en fait, ce type d'étoile-là, qui est en fait très abondant dans l'univers, est certes nettement plus petit que le Soleil, mais pourtant très caractérielle, parce qu'en fait, ce type d'étoile connaît une activité un peu en montagne russe, avec des éruptions violentes qui sont capables de se produire un peu à n'importe quel moment sur l'étoile, et qui sont évidemment tout à fait hostiles au développement de la vie. Alors, si ce genre d'éruption en fait, peut parfois impacter grandement la luminosité de l'étoile, eh bien, il existe un autre point d'intérêt majeur dans le cas de l'étoile de Barnard notamment. Alors, pourquoi l'étoile de Barnard? On continue avec les présentations. En fait, cette étoile de Barnard, elle a été nommée en l'honneur d'un astronome américain
qui, sans surprise, s'appelait Edward Emerson Barnard. Non pas qu'elle a été découverte, en fin de compte, mais parce que cet astronome américain l'a étudiée, notamment au début du XXe siècle. Et dans l'étude qu'il va faire de cette étoile de Barnard, il va découvrir, notamment en 1916, donc c'est vraiment l'année marquante, que le mouvement propre de l'étoile, il est très élevé. Le plus élevé d'ailleurs en dehors des objets du système solaire. Et il va faire en fait cette découverte-là en comparant des plaques photos, donc réalisées entre 1894 et 1916. Et en fait, il va en ressortir que l'étoile de Barnard se déplace sur le fond du ciel à une vitesse angulaire de 10,3 arcs secondes par an. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Ça représente à l'échelle d'une vie humaine, hein, donc au bout de 80-90 ans, ça représente un quart de degré de déplacement sur la voûte céleste. Alors si ce chiffre ne vous dit rien, je vous donne un point de comparaison. Ça représente en fait un rayon lunaire. Voilà, donc vous voyez que en 80-90 ans, l'étoile se déplace sur le fond du ciel d'un rayon lunaire. Alors, ce déplacement relatif, donc il est suffisamment important pour être observé et mis en évidence notamment par l'astrophotographie amateur. Alors, comment on fait pour observer cette étoile de Barnard? Eh bien, d'abord, repérer la constellation d'Ophiuchus. Alors, cette constellation, je le dis en passant, elle a un autre nom maintenant, on l'appelle le Serpentaire. Donc, probablement en fonction de l'application de carte du ciel que vous allez utiliser, vous allez avoir soit le nom Ophiuchus, soit le nom Serpentaire. En tout cas, voilà, ce sont vraiment les deux noms les plus utilisés pour parler de cette constellation. Donc, cette constellation-là, c'est pas une constellation très très connue. Pour la situer en gros, en fait, elle se trouve au-dessus du Scorpion et du Sagittaire. Alors ça se trouve plein sud lorsque vous regardez en milieu de nuit, en début de saison estivale, en l'occurrence. Et l'étoile de Barnard, alors je le précise tout de suite, elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle se cache près d'une étoile qui, elle, est visible à l'œil nu et qui s'appelle B Ophiuchi. Donc c'est vraiment l'étoile repère, l'étoile jalon pour pouvoir essayer de trouver Barnard. Alors, pourquoi elle n'est pas visible à l'œil nu? Tout simplement, vous pouvez l'appréhender ça quand vous connaissez sa magnitude plus 9,5. Vous comprenez qu'à l'œil nu, c'est totalement inaccessible. Et même avec une paire de jumelles, ça va être un peu chaud. Donc, il faut un minimum d'instrumentation optique dans le domaine du visible, en tout cas pour voir ça. Notez en aparté d'ailleurs que, puisque je parlais de la magnitude de l'étoile de Barnard, en fait, cette luminosité-là, elle augmente quand on va vers les infrarouges. C'est logique, d'ailleurs, ces naines rouges, donc les naines rouges ont tendance à briller beaucoup plus dans les infrarouges que dans le domaine du visible, et inversement, elles sont extrêmement faibles dans les ultraviolets. Voilà, tout l'inverse en fait des étoiles géantes bleues, blanches, notamment, qui elles brillent énormément dans les ultraviolets, beaucoup moins dans les infrarouges. Et en fait, elle a une luminosité telle dans les infrarouges que si nos yeux étaient capables de voir au moins une partie du proche infrarouge, eh bien en fait, elle pourrait devenir visuellement accessible avec une magnitude beaucoup plus intéressante, une magnitude qui serait inférieure à plus 6. Voilà, on serait entre plus 4 et plus 5 pour vous situer. Donc assez largement accessible à l'œil nu, sitôt qu'on bénéficie d'un ciel bien noir. Voilà, mais ça, c'est si on voyait évidemment le proche infrarouge, sauf que ça n'est pas le cas, comme vous le savez très bien. Et ceci n'étant pas le cas, il reste l'option de l'astrophoto. Alors l'idée, en fait, c'est de capturer l'astre dans son environnement, au foyer d'un télescope, hein, notamment, et de répéter l'opération au moins une fois par an. Voilà, alors au bout de quelques années, et puis autant de clichés, en fait, vous avez suffisamment d'images pour construire une animation temporelle avec vos images. Et donc là, vous allez constater par vous-même en fait le lent déplacement de notre voisine par rapport au champ étoilé d'arrière-plan.
Donc, faut-il le rappeler, et comme tu le disais en introduction, Nathan, c'est-à-dire que l'étoile de Barnard n'est pourtant que la quatrième étoile la plus proche de nous, derrière Proxima, derrière Alpha et Beta du Centaure. Sauf que oui, mais ces trois étoiles-là, bah, en fait, elles ne sont visibles que depuis l'hémisphère sud. Et que depuis l'hémisphère nord, eh bien, l'étoile la plus proche qui nous est visible, c'est l'étoile de Barnard. Et puis, de ces quatre étoiles, il faut aussi dire une chose, c'est que paradoxalement, Barnard est celle qui a le mouvement propre le plus rapide sur le fond du ciel étoilé. D'accord, eh bien merci en tout cas Mathieu de nous avoir présenté cette étoile de Barnard et de nous l'avoir fait découvrir. Nous allons passer maintenant à ce deuxième événement qui a lieu alors, le 4 juillet. C'est la conjonction entre la planète Mars et la planète Uranus, alors peu avant l'aube. Que peut-on dire donc Robin sur cette conjonction? Oui, c'est ça, et ça sera deux mondes complètement différents, Mars et Uranus, qui vont se rapprocher l'une de l'autre dans le ciel le 4 juillet. Donc, comme tu l'as dit, ça sera peu avant l'aube, aux alentours de 4 heures du matin. Donc, ça sera pour les lèvres très tôt ou les couches très tard. Mais voilà, ça serait un des rapprochements les plus intéressants de l'année, puisque Mars et Uranus seront proches l'une de l'autre à environ 0,1 degré, soit environ un cinquième du diamètre apparent de la pleine Lune. Donc c'est très très resserré. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des rapprochements aussi resserrés l'un par rapport à l'autre, que ce soit entre des planètes ou autres. Donc pour repérer cette conjonction, eh bien, il faudra aller observer le taureau, la constellation du taureau. Et oui, c'est vrai, on sera peut-être en été, mais le taureau sera quand même visible puisqu'on sera à 4 heures du matin. Donc c'est vrai que dès qu'on est proche de l'aube, eh bien, on peut commencer quand même à voir les constellations d'hiver. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à voir le taureau et Mars. Donc il faudra évidemment se lever juste avant le lever du soleil. Donc 4 heures du matin, ça pique un peu, mais si vous faites la nuit blanche, ça peut être sympa. Ou même si vous n'avez jamais eu l'occasion d'observer Uranus, eh bien, c'est peut-être une des meilleures occasions pour le faire, puisque Uranus est réputé pour être une planète très difficile à observer, parce que c'est une planète très très peu lumineuse. Euh, et Mars, elle, sera plus facile à voir hein, avec sa teinte rougeâtre, et puis c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus brillante qu'Uranus. Que Uranus, pardon. Et Uranus, par contre, elle sera très très peu lumineuse et vraiment indétectable à l'œil nu. Hein. Clairement, ça sera possible de la détecter uniquement avec des instruments. Et vous pourrez commencer à observer la teinte un petit peu bleu-vert qu'a Uranus. Donc ça peut être vraiment une des meilleures occasions pour la trouver parce que c'est vrai que c'est particulièrement difficile de la repérer quand elle est à un endroit quelconque du ciel. Alors que là, vous pourrez observer à la fois Mars et Uranus dans le même champ d'image. Donc vraiment, si vous observez ce soir-là, eh bien si vous voyez une petite tache, enfin plutôt un petit point bleu verdâtre, eh bien il s'agira de Uranus. Donc, comment faire pour l'observer? Donc, comme je l'ai dit, il faudra se lever idéalement le plus tôt possible, à 4 heures du matin. Alors, ça, c'est pas pour autant que les jours qui précèdent et les jours qui arrivent après, vous ne pourrez pas observer Uranus, mais elle sera pas aussi près que ce 4 juillet où il y aura vraiment un écart très très faible. Donc pour observer la planète, la géante, enfin pas la géante, mais la planète rouge, ça sera plus simple parce qu'elle sera très lumineuse. Il faudra regarder vers l'est, nord-est. Donc, vous pourrez peut-être utiliser des jumelles pour la repérer Mars grossièrement, mais vraiment le gros du spectacle enfin, sera intéressant au travers d'un instrument. Alors, bon, voilà, il faudra quand même un instrument avec un peu de focale, au minimum 750, voilà, ça serait vraiment l'idéal. Alors après, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. Mais voilà, parce que Uranus est très très peu lumineuse, donc d'une part il vous faudra de la focale pour essayer de révéler
le disque planétaire, mais il vous faudra aussi un diamètre suffisant pour essayer de distinguer peut-être les couleurs qui vous aideront à repérer Uranus dans le champ d'image. Donc à savoir qu'Uranus, c'est une planète qui a été découverte aussi en 1781 par William Herschel. Voilà, c'est une planète qui a été découverte euh, relativement, enfin pas relativement récemment, non, au contraire, au XVIIIe siècle, voilà. Mhm. Voilà, donc c'est ça, un joli rapprochement de quoi à observer en ce début juillet. Et maintenant, eh bien, nous allons partir vers une autre direction, vers l'astéroïde Juno, qui va passer à l'opposition en fin de mois. Donc, que va-t-on pouvoir observer, Robin? Alors là, on change un petit peu de contexte puisque on parle de Juno. Juno, c'est quoi? C'est un astéroïde. Alors, c'est pas du tout une planète. Juno, c'est un astéroïde qui se situe dans la ceinture d'astéroïdes, qui est localisée entre Mars et Jupiter dans le système solaire. Donc, quand on parle d'opposition, on parle du moment le plus favorable pour observer les astres. Et donc, quand on parle de l'opposition de Juno, on parle du moment qui sera le plus favorable pour l'observer. Donc, c'est là aussi où il sera le plus lumineux et le plus haut dans le ciel. Et l'avantage de Juno, contrairement à l'événement précédent, eh bien, c'est que Juno sera visible toute la nuit et qu'il aura une luminosité quand même plutôt intéressante. Alors, je parle de Juno, mais voilà un petit peu de contexte historique. Juno, c'est un astéroïde qui a été découvert en 1804, et qui correspond au troisième, seulement troisième astéroïde qui a été découvert après Cérès et Pallas. Et contrairement à l'image qu'on peut se faire d'astéroïdes, hein, voilà, on peut se dire c'est des petits cailloux, et eh ben non, Juno c'est quand même un gros caillou de 250 km, donc c'est pas rien. C'est quand même assez massif, mais ce n'est quand même pas une planète. Donc voilà. C'est un astéroïde qui orbite dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, comme je l'ai dit. Et pourquoi c'est intéressant d'observer Juno? Bah, d'une part, c'est un astéroïde, donc c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'une planète à observer, un peu moins lumineux aussi. Mais Juno, en fait, bah, comme Cérès ou Pallas ou n'importe quel autre astéroïde finalement, eh bien, en fait, la ceinture d'astéroïdes correspond aux reliques de la formation de notre système solaire, puisque ça remonte vraiment à ce moment où le système solaire s'est formé, où les planètes se sont formées. On appelle ça un disque protoplanétaire. Voilà, il y a 4,5 milliards d'années. Les planètes se sont formées. Il y avait un agrégat de matière qui orbitait autour d'un proto-soleil. Et donc peut-être que la matière qui composait Juno aurait pu former une planète comme la Terre, comme Mars ou comme une autre planète. Et donc voilà, c'est assez intéressant puisque finalement ce qu'on observe, c'est vraiment les vestiges de notre système solaire. Et d'ailleurs, pas grand-chose a changé depuis, puisque Juno n'a pas vraiment bougé depuis ces 4,5 milliards d'années. Il orbite. Donc voilà. Il a été découvert au 19e siècle. Et au départ, justement, ce qui est assez rigolo, c'est que les astronomes, ils exploraient le ciel en pensant trouver de nouvelles planètes, avec le fait que les instruments aussi progressaient du point de vue technique. Mais au final, ils sont tombés et ils ont observé entre Mars et Jupiter et ils n'ont pas trouvé de planète, ils ont trouvé un astéroïde de 250 km. Et donc, c'est Juno. Et au départ, ils pensaient que c'était une planète, mais en fait non. Donc voilà, et au final, ils ont découvert d'autres objets similaires, puisque la ceinture d'astéroïdes s'est constituée de plein d'éléments, plus ou moins gros. Alors voilà, on a cité Cérès, Pallas et Juno, qui sont les plus gros. Mais voilà, il y en a aussi des gros, mais qui sont pas suffisamment massifs que des planètes. Donc pour observer Juno, bien évidemment, il faudra se trouver dans un environnement qui soit le plus favorable du point de vue de la pollution lumineuse, éviter les lumières urbaines aussi. Et ça sera vraiment nécessaire aussi, encore une fois, malheureusement, d'utiliser un télescope. Alors, si vous n'en avez pas, essayez de trouver peut-être quelqu'un qui en a un avec un diamètre suffisant et une focale suffisante, voilà, pour détecter au moins l'astéroïde.
Et ce qui sera intéressant, que ce soit en observation ou même en photographie, ça sera comme la plupart des astéroïdes ou même les planètes qui se déplacent progressivement dans le champ du ciel, eh bien, ça sera de visualiser leur déplacement, le déplacement de Juno par rapport au fond de ciel, au même titre qu'une planète. Par rapport, voilà, vous pourrez observer son déplacement. Alors, ça sera quand même relativement modéré en une nuit, mais le mieux, ça serait d'observer et de prendre des photos nuit après nuit pour voir vraiment le déplacement progressif sur les images. Donc voilà. Voilà pour ce petit événement qui peut être aussi intéressant pour se mettre un petit peu au défi, d'autant que ça sera plus facile à observer que Mars et Uranus. C'est ça, voilà. Bien, merci Robin pour ces détails que tu as pu nous apporter. Donc voilà donc les événements que nous pourrons avoir la chance d'observer en ce mois de juillet. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission. C'est le moment de découvrir la pépite donc, qui a été sélectionnée ce mois-ci. Et donc, il s'agit donc de celle que Mathieu va pouvoir nous présenter maintenant. Alors on arrive, on débute tout doucement la saison estivale. Forcément, la météo est très favorable aux observations. Trop, parfois, c'est le cas en ce moment puisque on est quelque peu embêté par la période caniculaire qui est en train de passer au-dessus de nous en ce moment. Et c'est justement, alors c'est un site internet dont je voulais vous parler ce mois-ci, un site internet que tout astronome devrait avoir dans sa boîte à outils à partir du moment où le centre d'intérêt, c'est le Soleil. Et en fait, c'est un site qui est consacré justement à la météo spatiale. Donc, pas la météo terrestre, mais la météo spatiale. Ce site s'appelle spaceweather.com. Et en fait, le but de ce site, donc, non seulement il est consacré à la météo spatiale, mais nous aussi et notamment à l'activité solaire en temps réel. Donc, il est hyper intéressant en fait pour préparer ses observations solaires un petit peu en avance ou même les préparer ensuite, après peut-être la séance d'observation ou la prise d'acquisition. Alors, ce site, il donne accès à divers paramètres de l'activité du Soleil, comme la vitesse du vent solaire, le nombre de taches solaires visibles en temps réel, bien sûr, l'aspect de la face visible du Soleil au jour le jour. Et puis, c'est intéressant parce qu'il donne aussi un archivage finalement de toute l'activité solaire, jour après jour, et ce depuis 25 ans. Donc, on peut remonter aussi dans le temps. Ça, c'est super. Et puis, désormais et accessoirement, on peut même surveiller depuis quelques années maintenant l'activité photométrique, enfin plus exactement le changement de luminosité, donc de magnitude, de l'étoile TCRB. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, on en avait parlé il y a quelque temps dans nos éphémérides. C'est une étoile qui se trouve en fait dans la couronne, dans la constellation de la couronne boréale et qui, depuis 2024, est attendue pour exploser en nova. Lorsqu'elle le fera, ce sera une très très jolie nova à observer dans le ciel nocturne. Bon, on l'attend depuis 2 ans. Elle ne devrait plus tarder, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus en retard que ce qu'on avait prévu de base. Enfin voilà, en tout cas, les paramètres de suivi sont également sur ce site concernant donc cette étoile, en temps réel toujours, bien sûr. Et puis, il y a également l'activité des lancements concernant la flotte de la méga constellation Starlink. Ça, on aime moins. Mais bon, surveiller un petit peu ce que fait Elon Musk, ça peut être sympa aussi. Voilà. Et puis bon, ce site, finalement, c'est un couteau suisse qui sera utile à la pratique de l'astro. Ajoutez impérativement à vos favoris. Hmm. Voilà, bien merci Mathieu pour cette pépite que tu as pu nous présenter ce mois-ci. Alors, nous allons conclure maintenant notre émission par cette photo que nous avons choisi de vous présenter ce mois-ci. Et donc, il s'agit d'une photo prise lors de la conjonction de la Lune avec la planète Vénus. Donc, photo que j'ai pu prendre personnellement avec mon smartphone en fin de soirée. Merci à toutes et à tous de nous avoir donc suivis lors de cette émission des éphémérides.
Donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à lâcher un plus j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à retrouver bien sûr nos autres vidéos dans les playlists que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Nous nous retrouverons bien sûr le mois prochain pour de nouveaux éphémérides et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.